Bonsoir et bienvenue. Le Bénin vient d'enregistrer son premier cas de décès lié au coronavirus. Il s'agit d'une dame de 43 ans qui, selon les informations, n'a pas été dépistée assez tôt. Deux autres cas confirmés venant du Burkina Faso et détectés parmi les confinés de Natitengu. Le ministre de la Santé était ce matin face à la presse pour donner un aperçu du bilan et faire le point des mesures prises pour contenir la propagation du Covid-19. Faut-il aller au-delà de la simple recommandation du port de masque et le rendre obligatoire? Comment gagner ce combat avec une population qui semble banaliser la pandémie si l'on n'est pas au confinement général, comme c'est le cas dans bien d'autres pays touchés par le Covid-19? Il faut tout de même redoubler de vigilance et d'ardeur en adoptant les gestes barrières recommandés. Le Bénin fait face à cette pandémie avec les moyens et tenant compte de ces réalités, lesquelles réalités ne sauraient nous faire oublier les 4 années de gouvernance de Patrice Talon. Nous sommes bien 6 avril 2020. 4 ans que l'homme du nouveau départ a pris les rênes du Bénin. Quel bilan au plan socio-économique? Et quand on considère le niveau d'engagement des jeunes en politique, peut-on conclure en une avancée ou un recul? La question sera débattue en duel, puis en contradictoire ou en complémentaire si vous voulez. L'actualité à décrypter dans les 30 premières minutes avec aux commandes Arnaud Doumarou. Bonsoir Arnaud, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Fraternité FM, comment ça se passe là-bas? Très bien. La une de Fraternité, rapidement, c'était quoi déjà? Nous allons parler évidemment de Talon 4 ans après, démission de Boni Yahi, comme vous vous en doutez, un challenge pour le camp Ronquet et consorts. Nous avons également parlé de la rencontre entre le président Patrice Talon et les présidents d'institutions pour décider de la du soir du 17 mai prochain, tout à fait. Des élections communales et également du répertoire électronique des sûretés mobilières. Qui est désormais disponible. Merci tout à l'heure d'avoir revenu sur la une des journaux. Prudent Nassir, bonsoir Prudent, bienvenue sur ce plateau. Merci Erwan. Tado FM, c'était quoi le journal parlé du 13h? Essentiellement l'évolution de la pandémie Covid à travers le point de presse du ministre hier et le communiqué d'aujourd'hui qui confirme le premier décès et quelques sujets au plan local relatifs justement aux 4 ans du président Patrice Talon. Sans compter que l'ancien maire de Calavi était dans nos locaux aujourd'hui pour sceller le pacte d'une meilleure collaboration en vue des communales. Vous parlez de l'ancien maire Patrice Komla Oussouguédé. Ainsi présenter le point des sujets à débattre avec en pêle-mêle cette démission annoncée de Boni Yahi à la présidence d'honneur du parti FCBE, quid de la survie du parti qui s'apprête à vivre l'échéance des communales. 90 minutes au Bénin, c'est sur 43 Bénin et 43télévision.com. Et voici en toute première ligne la revue des titres en quelques parutions. On va démarrer par le quotidien Maison Fraternité, amélioration du climat des affaires, le répertoire électronique des sûretés mobilières disponible. Et puis, coronavirus est tenu à bonne date des communales de 2020. Talon, il est président des institutions en concertation pour le sort du 17 mai prochain. Gestion du pouvoir d'État, Patrice Talon, 4 ans après puis démission de Boni Yahi des FCBE, un challenge pour les corisants. On continue avec le matinal, dématérialisation des opérations du Régie du commerce et du crédit immobilier, répertoire électronique des sûretés mobilières disponibles. Et puis gouvernance Talon, 4 ans de réforme à succès. Lire le dossier que propose le matinal en ces pages 1, 2, 3 et 4. L'événement précis, 6 avril 2016, 6 avril 2020. Talon boucle 4 ans de gouvernance, de grandes réalisations avec également un dossier à lire sur 1, 2, 3, 4, 5 pages de l'événement précis. La priorité, 80 anniversaire de pouvoir de Patrice Talon. Rigueur, ambition et témérité caractérisent le président. Le challenge, 80 anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. 1460 jours de sublimation du Bénin. La page du jour à présent, invité hier sur le plateau de la télévision nationale, Patrice Talon est un homme de grand cœur dixit. Wilfried Léandre Hungbedi de la direction de la communication gouvernementale. Et puis Libération maintenant, présent champ de sujet totalement. Riposte contre la pandémie du coronavirus. 5 cas de guérison enregistrés à ce jour, 22 cas d'infectés confirmés. Le gouvernement recommande le port systématique des masques. Et puis après l'expert français, le président nigérien,
salue les mesures de Patrice Talon. Bénin intelligent, Covid-19 au Bénin, 538 tests déjà réalisés. 6 nouveaux cas, 3 guéris, vaccin Covid-19, levée de bouclier contre des propos racistes. Voilà autant de points à lire dans les colonnes de Bénin Intelligent. Puis contribution de l'atelier Jerry Sinclair, 3 raisons d'adopter les masques en tissu réutilisables. Le potentiel pour finir à présent, coronavirus au Bénin, 5 cas guéris, 17 sous traitement. Le port systématique de masques recommandé. Transmission du fichier électoral à la Sénat vendredi dernier. Adomarou Jérémy révèle l'art du travail chez un tiando séduit. Retour plateau donc, c'est parti pour le duel à présent. Eh oui, le Bénin vient d'enregistrer, c'est une triste nouvelle, hein, son premier cas de décès lié au coronavirus. Arnaud? Vraiment, vous le dites si bien, une triste nouvelle, parce que jusque-là, c'était tout comme une fierté de dire que, bien que nous ayons de personnes infectées, que nous enregistrons régulièrement des cas de guérison. Et que, brusquement, encore que le dimanche, déjà hier, on parlait de 5 cas guéris, que déjà, dans la même journée, dans la soirée de ce même dimanche, il y a un décès. Ça déplorera, mais le virus tue. C'est pas étonnant, le virus tue. On va souhaiter que la prise en charge soit, parce que quand vous lisez le communiqué du ministre de la Santé, on a banalisé un peu la prise en charge parce qu'on n'avait pas très vite détecté le Covid. Le malade, la dame a séjourné pendant plusieurs jours dans une clinique avant que finalement on ne suspecte le Covid-19. Le ministre a donc demandé à appeler à la vigilance des hommes, des praticiens de la santé pour leur dire attention, désormais il faut que très vite, lorsqu'on suspecte le Covid, qu'on puisse très vite renseigner les services militaires à travers le communiqué pour qu'on puisse la prise en charge soit mieux que... Ça veut dire vous entendre que c'est une situation qu'on aurait pu éviter, Prudent. Naturellement, et je pense que le Bénin est encore à la traîne. Il va falloir que les autorités sanitaires de notre pays prennent toutes leurs responsabilités. Nous savons que notre président de la République est avant-gardiste, dans la mesure où aujourd'hui, il y a des pays qui ont fait l'option des réactifs qui permettent de détecter le Covid en moins de 15 minutes. Donc il faut qu'on aille vers ces solutions. Parce que je conçois très très mal que pendant que les réactifs existent ailleurs, le Bénin en soit là à continuer par prélever du sang pour aller analyser afin de diagnostiquer le Covid. Et c'est le personnel sanitaire qui est exposé. Donc si nos centres de santé qui doivent prendre en charge les autres maladies en arrivent à être exposés par des citoyens, je dirais, qui n'observent pas les règles, parce que avant de parler de confinement systématique, il y a eu cette mesure du gouvernement qui demandait aux citoyens l'autoconfinement. Donc, on observe bien que à tous les niveaux, l'autoconfinement n'a pas été respecté. Nous, médias, nous sommes mis à contribution pour sensibiliser à travers les numéros verts qui permettent au SAMU de prendre en charge les personnes suspectes. Mais malheureusement, cette dame, elle a pris le risque d'aller en communauté, disons-le comme ça, parce qu'elle est allée au marché d'Antokwa, elle est allée à l'hôpital. Elle a même contaminé son entourage parce qu'il y a son mari aussi qui se trouve aujourd'hui pris en charge. Donc, ce sont autant de choses qui demandent au gouvernement d'anticiper. Et l'anticipation, ça passe par ces réactifs-là dont j'ai parlé, qui sont déjà expérimentés dans d'autres pays asiatiques pour permettre de détecter rapidement les cas suspects et ne pas exposer aussi les formations sanitaires au mal. Arnaud, c'est vrai qu'on signale 2 autres cas qui ont été confirmés venant de Burkina Faso. Décidément, venant de Burkina Faso, on a assez d'entendre cette provenance-là. Oui, on ne peut pas être assez d'entendre cette provenance-là parce que le Bénin a fait l'option de garder ses frontières quand même ouvertes. Le Bénin a dit que les autres ont déjà fermé et que bon, c'est plus utile aujourd'hui que le Bénin ferme ses frontières. Et donc on ne peut pas être surpris que des personnes soient
viennent sur notre territoire et qu'elles soient contaminées. Mais ce qu'on peut juste souhaiter, c'est qu'il y ait un dépistage systématique. Mais le problème est qu'aujourd'hui, le Bénin n'a pas encore pu avoir tous les kits. Le ministre de la Communication en parlait le vendredi dernier lors du point gouvernement face à la presse. Le Bénin a commandé des kits pour que désormais le dépistage soit systématique. Si le dépistage était systématique, je crois qu'une dame ne va pas faire une semaine pratiquement dans une clinique avant qu'on ne finisse par suspecter le Covid-19. Donc c'est maintenant que le Bénin donc certainement attend des kits pour que le dépistage soit systématique. Et ça serait déjà une grande avancée dès lors que nous avons décidé de ne pas fermer nos frontières et parce que les autres ont fermé et justement pour permettre à nos compatriotes, en tout cas si je suis les raisonnements du gouvernement, de rentrer sur le territoire national. Mais il faut plus de vigilance. C'est surtout de ça que nous parlons. Parce qu'au niveau des frontières, en principe, on a mis en place un dispositif qui devait permettre à ceux qui viennent comme ça de les récupérer automatiquement et de les mettre en quarantaine. Mais si la mise en quarantaine n'est pas systématique, si c'est seulement au niveau de l'aéroport que la mise en quarantaine, dit-on systématique, alors même qu'à ce niveau, certains rejoignent leur domicile et on leur presse également, on continue de presser à certains l'auto-isolement, on va continuer toujours à prendre assez de risques. Et prendre assez de risques, ce serait à nos risques également et péril. Oui, Arnaud a mis le pied sur ce dossier-là. Il y en a qui viennent par votre terre et qui sont pratiquement, on leur fait un peu confiance, on les laisse à l'auto-isolement, mais c'est pas respecté cet auto-isolement-là. Oui, et ça, il s'agit de citoyens malhonnêtes, il faut le dire comme ça, parce que la citoyenneté, c'est aussi ça, c'est la protection de ses concitoyens. Donc, au niveau des frontières, qu'est-ce qui se fait? Quand vous quittez un pays à risque, vous remplissez des registres. Et donc, on vous demande de choisir un hôtel et de contacter les agents de santé qui, en principe, dès que vous venez de pays à risque, organisent un suivi médical. Donc, il est déjà arrivé, j'ai observé ça la semaine dernière à Calavi, où quelqu'un a quitté la Côte d'Ivoire et s'est évadé dans la nature, alors qu'il est passé par les frontières terrestres. Mais pourtant, les agents de la police ont informé les agents de santé qu'il y avait un cas comme ça. Donc, il a été recherché en communauté et a été pris jeudi dernier. Donc, ça montre bien qu'il y a un travail de suivi qui s'organise au niveau donc, du gouvernement. Mais il faut renforcer aujourd'hui ces actions-là et pourquoi pas penser à créer au niveau des frontières des sites donc d'isolement systématique où on a des tests qui sont appliqués systématiquement aux gens parce qu'en principe, au niveau des frontières, la sécurité frontalière peut être organisée, renforcée je dirais même, pour que ceux qui passent par les frontières, on leur fasse les tests de dépistage avant de les envoyer en communauté ou carrément au niveau des frontières, on réquisitionne des hôtels pour que systématiquement ces personnes suspectées puissent y aller. La question c'est que c'est plus facile, laisser les gens rentrer chez eux, violer l'auto-isolement et après, dès qu'on découvre finalement que c'est des personnes qui sont porteuses du virus, courir après les personnes avec lesquelles ces gens-là ont été en contact, que c'est plus facile. Est-ce qu'il faut le faire ainsi ou il faut mettre carrément systématiquement les gens en contact? Il y a la question des libertés aussi, parce que vous savez, notre Assemblée nationale jusque-là n'a pas encore délibéré, parce que le gouvernement aussi joue la carte, je dirais, du respect des droits du citoyen, des droits humains. Parce qu'un citoyen, par exemple, peut choisir au niveau donc, de la frontière de dire aux agents, j'ai la possibilité de m'auto-isoler. Mais toujours est-il que quand il fait ce choix-là, il lui est demandé, donc, ces informations sont communiquées au personnel sanitaire qui font un suivi, qui font une descente pour le suivre pendant la période des 14 jours-là. Mais malheureusement, il y a des gens à qui on donne l'information, vous venez d'un pays à risque, vous devez choisir un hôtel et vous isoler. L'État couvrira même les charges. Quand vous êtes un Béninois, l'État couvrira les charges. Mais des gens rentrent en communauté sans pouvoir observer les règles. Et c'est ce manque de civisme que je dis. Il y a un peu comme une banalisation de la pandémie au Bénin. Mais maintenant que ça a créé un décès, c'est malheureux. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience et qu'il y aura une prise de conscience désormais chez les Béninois? Une prise de conscience pour un seul décès, je crois que ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Ce que je déplore toujours, c'est ça. C'est qu'on constate que les gens violent l'auto-isolement. Moi, je ne sais pas pourquoi il faut continuer avec une politique. Lorsqu'une politique n'est pas porteuse, il faut changer cette politique-là. Quelle est cette politique qui nous dit envoyer les gens, faites confiance aux gens, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils se mettent en auto-isolement, ils viennent l'auto-isolement, après on découvre que ces personnes sont infectées, et après maintenant, on court maintenant pour chercher les personnes avec lesquelles les sujets avec lesquels ils ont été en contact. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit pouvoir continuer avec une politique qui ne marche pas. Cette politique a montré que nous prenons davantage de risques en disant que nous faisons remplir des formalités aux gens, sachant pertinemment que la plupart de ces personnes-là violent l'auto-isolement.
Alors, est-ce qu'il faut poursuivre dans ce sens-là pour que chaque fois qu'on vienne faire le point, qu'on fasse un communiqué pour dire telle personne a violé l'auto-isolement, que cette personne-là est finalement infectée et qu'environ l'auto-isolement, et maintenant on est à la recherche des personnes avec lesquelles je pense qu'il vaut mieux donc renforcer les mesures. Est-ce que vous pensez déjà que est-ce que nous allons poursuivre sur cette lancée-là pour que chaque fois on fasse ce même exercice? Je crois que fondamentalement il faut pouvoir changer. Et peut-être lorsque nous en parlons tantôt, certainement lorsque les tests viendront, les kits pour les tests systématiques viendront, peut-être que cela va faciliter la tâche. Mais toujours est-il que les gens viennent au pays, surtout des pays à risque. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait en les mettant en isolement systématique. Oui, prudent, oui. Oui, je pense que le gouvernement doit pouvoir quand même tirer le son de la mauvaise volonté des concitoyens et prendre toutes ses responsabilités. Ça implique forcément des moyens, il faut des moyens sanitaires, parce que même si on laisse la police aujourd'hui faire son travail, elle est exposée aussi, les agents de la police républicaine qui sont en contact avec ceux-là. Donc moi je pense que le ministère de la Santé doit pouvoir déployer des équipes au niveau des frontières, justement pour prendre spécifiquement en compte les gens qui viennent des pays à risque aujourd'hui, dès lors que certains Béninois continuent par venir chez eux, le gouvernement l'ayant permis. Il a recommandé le port de masque, oui, systématique. Est-ce qu'il faut aller au-delà, donc en rendant ça obligatoire, Arnaud? C'est possible, c'est une probabilité, mais toujours est-il que le port de masque systématique, d'accord, mais aujourd'hui, il faut voir le coût du masque. Le masque coûte 200 francs. Un masque subventionné coûte 200 francs, alors qu'avant le Covid, on avait ce masque un peu partout à 100 francs, et celui qui vendait ce masque à 100 francs avait déjà des bénéfices. Parce qu'en vous vendant ce masque à 100 francs, le commerçant qui vendait, je vous en prie, cher ami, le commerçant qui vendait son masque à 100 francs gagnait quand même des bénéfices. Et aujourd'hui, nous sommes avec le Covid, et le masque subventionné revient à 200 francs. Oui, parce qu'on entend ça avec une surenchère aussi. Ça vaut un plat de riz. Ça vaut un plat de riz pour le bébé lambda. Vous voyez, mais lorsque vous demandez... Vous aurez souhaité qu'on distribue les masques un peu comme Hippolyte vous en a distribué cet après-midi. Oui. De toutes les façons, on ne voit pas encore une mesure d'accompagnement de grande envergure au niveau du gouvernement actuellement. Je ne vois pas quelle est la mesure d'accompagnement de grande envergure qu'on voit. Mais pour les masques, même fracasser encore les prix par rapport à peut-être un masque à 100 francs. Wow. On vous aura entendu à l'autre je suis un peu surpris quand j'entends Arnaud faire ce plaidoyer, parce que ne l'oublions pas, ces masques que les jeunes vendaient au niveau des voies en chantier où il y avait tellement de poussière provenaient du Nigeria. Aujourd'hui, vous savez que les frontières sont fermées. Et donc, les masques que nous avons en main, notamment offertes par Canal 3 à travers Hippolyte, justement, ces masques que nous avons ont fait le circuit, donc formel. Ce sont des masques qui sont achetés en pharmacie. Donc, à partir de ce moment, on comprend qu'il s'agit de masques importés qui respectent les normes, qui respectent les normes de conservation. Oui, c'est pas exagéré. C'était à 500. C'était à 500. De ramener ça à 100 francs. Bon, ben c'est... On vous aura entendu, nous sommes bien 6 avril, lundi 6 avril 2020. Ça fait 4 ans que Patrice Talon a pris les rênes de ce pays. Quel bilan au plan socio-économique, rapidement? Au plan socio-économique, je pense que le bilan du président Patrice Talon n'est pas négligeable, en ce sens que dans les questions socio-économiques, je retrouve en bonne place la question donc des écoles à travers les cantines scolaires dans les milieux surtout défavorisés, parce qu'il y a certaines communes qui sont, à travers les statistiques, des communes pauvres. Et dans ces communes, le gouvernement met en place un certain nombre d'accompagnements aujourd'hui en ce qui concerne les enfants de familles pauvres qui peuvent manger à l'école à des coûts forfaitaires, même si la cagnotte dégagée par rapport aux besoins se trouve insuffisante. Il y a des communes qui appuient, c'est une très bonne action. L'autre action sociale que je note à travers les actions du président Patrice Talon, c'est, je dirais, la matérialisation de certaines voies. Donc, les questions de mobilité aujourd'hui, on sent qu'il y a des travaux qui sont en cours, achevés par endroits, toujours en chantier par endroits. Donc, ce sont des actions porteuses. Dans le même temps, on a parlé donc du régime assurance maladie, le RAMU, qui est en chantier. Donc, des ménages extrêmement pauvres ont été dénombrés un peu partout dans le Bénin. Les gens ont reçu leur carte de prise en charge. Au niveau de la commune d'Aboum et Calavi, j'ai pu observer que des gens pauvres, des gens de familles pauvres, donc issus de ménages extrêmement pauvres, sont aujourd'hui soignés. Et ce n'est pas rien. Donc, je pense qu'il va falloir quand même intensifier les actions
pour que la plupart des Béninois... Il y a aujourd'hui des chantiers en ce qui concerne l'accès à l'eau qui sont en cours. On observe que des travaux se déroulent dans les grandes villes un peu partout dans le pays par rapport, je dirais, à l'accès à l'eau. Ce sont des actions phares du gouvernement que nous devons saluer, même si on a à redire sur certains choix faits par le gouvernement. Avant de revenir un peu sur les choix, rapidement, peut-être critiquer ou faire des apports. Oui, Arnaud, sur le plan de la gestion socio-économique du pays, est-ce que vous voyez là un bilan qui plaide en faveur d'une bonne gouvernance de Patrice Talon? Moi, je vais rejoindre Prudent pour dire quand même que en 4 ans de gouvernance, Talon a imprimé sa marque. On sent quand même que c'est vrai, peut-être pas avec la même façon que ses prédécesseurs, mais avec peut-être beaucoup plus de rigidité, beaucoup plus de rigueur, de fermeté, moins de social, parce que vous savez que pendant environ 4 ans, il y a eu beaucoup de serrage, on a demandé beaucoup de sacrifices, mais il y a des résultats quand même qui sont à l'actif du gouvernement. Et comme vous parlez tantôt au plan socio-économique, la croissance économique s'est nettement améliorée par rapport à 2016. Donc on sait qu'il y a eu un travail important qui a été fait au niveau de l'assainissement des finances publiques, donc de la rationalisation des ressources publiques. Et également, vous savez qu'en matière également de production cotonnière, qui nous a notamment boosté pour la croissance économique, aujourd'hui le Bénin quand même trône un peu sur le continent, si on peut le dire ainsi, pour dire que nous avons quand même une meilleure production cotonnière. Et quand on parle également de l'électricité, je crois que les heures sombres du délestage sont peut-être derrière nous. On a des coupures, on n'a plus de longue durée de coupure d'énergie électrique, mais on constate quand même que le délestage, on peut dire que le délestage est derrière nous. Donc en 4 ans de gouvernance, on ne peut pas dire que Patrice Talon n'a pas touché le pays. Il a touché le pays et pratiquement dans tous les compartiments. Lorsque vous prenez également, ce que nous déplorons peut-être, vous en parlez peut-être de projet H. Le projet H, on ne peut pas aujourd'hui encore, après 4 ans de gouvernance, être encore à la phase d'opération, de pilotage. Ouais, c'est que ça faisait partie des projets que les Béninois, en tout cas, qui devaient beaucoup plus impacter la gouvernance sociale de Patrice Talon. Mais malheureusement, le projet H a pris beaucoup de temps et c'est aujourd'hui qu'on est en phase de pilotage. On a certainement recensé des ménages pauvres qui bénéficient de la prise en charge sanitaire quelque part. Mais ce projet H, par exemple, vous imaginez si ce projet avait été réalisé après 2 ans de gouvernance de Patrice Talon, vous voyez le résultat qu'on pourrait venir aujourd'hui après 4 ans de gouvernance. Sinon, quand vous regardez dans le programme d'action du gouvernement, c'est véritablement le projet, le plus gros projet en matière d'impact au plan social. Oui. C'est vrai, on vous dira après qu'il y a les logements sociaux qui sont en construction. Vous avez tantôt souligné au niveau des écoles, les cantines scolaires qui quand même permettent à beaucoup d'enfants aujourd'hui de rester à l'école, de manger des repas chauds, au moins un repas chaud par jour ou 2 repas chauds, je ne sais pas trop. Mais quand même, on constate quand même que 4 ans après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il reste encore à faire, surtout qu'on a beaucoup serré les ceintures et qu'à un an de la fin du mandat, il faut beaucoup plus desserrer. Ok. Mais quand on considère un peu le niveau d'engagement des jeunes en politique, est-ce que vous voyez un peu une jeunesse vraiment engagée? Est-ce que vous voyez une avancée ou un recul sur les choix opérés? La Constitution dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique nationale. L'engagement des jeunes en politique peut se mesurer à plusieurs niveaux. Donc d'abord au niveau de leur représentativité au sein des partis politiques. Dans les blocs qu'on a observés nés du système partisan, on a remarqué quand même qu'il y a quelques jeunes qui ont émergé, mais ça ne suffit pas. Le président de la République aussi a fait confiance à un certain nombre de jeunes qui sont ses collaborateurs directs. Ça, c'est important. Ce sont des signes patents quand même de ce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à plus responsabiliser les jeunes, quitte à ces jeunes-là d'apporter le résultat pour conforter l'estime qui leur est faite. Mais en même temps, il va falloir batailler dur au niveau des formations politiques dans un contexte, je dirais, de réforme du système partisan où tous les cacites des autres formations politiques sont toujours là et n'ont toujours pas passé la main, même si on a observé que certains dinosaures ont pris leur retraite pour le compte
des législatives passées, c'est important, mais il va falloir que la jeunesse milite beaucoup plus pour qu'on avance. Et ne l'oublions pas, dans l'action du chef de l'État au cours des 4 ans, il y a la construction des marchés, ça c'est quand même expressif, des actions du chef de l'État dans le domaine social. Ce qu'il faut maintenant renforcer, c'est le programme H, qui a un volet microcrédit, puisque ça aussi, ça tarde trop. Il va falloir y aller pour que nos mamans puissent véritablement renforcer leur commerce. Un complément? Oui, justement, par rapport aux 40 jours de Patrice Talon, il y a des indicateurs clés. Parce qu'aujourd'hui, on parle du taux de chômage. Est-ce que 4 ans après la gouvernance Talon, est-ce qu'on est totalement fier de ce qui a été fait en 4 ans? Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus à travailler sur ces aspects-là, sur le recul de la pauvreté, sur le rapport, Patrice Talon a reçu le rapport sur la faim, combien de Béninois mangent à leur faim par jour. Il faut travailler sur ces aspects-là. Il faut également travailler sur, comment vous appelez, le taux de chômage, le sous-emploi. Aujourd'hui, les jeunes sont à la recherche de l'emploi. Il n'y a pas autant de... L'indice de développement humain. Voilà, l'IDH, l'indice de développement humain. Donc, on a aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui d'une croissance qui tourne autour de 7%, mais on est d'accord que cette croissance n'est pas inclusive. On est d'accord que cette croissance n'a pas véritablement impacté le panier de la ménagère en 4 ans de gouvernance, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il faut qu'on puisse travailler sur les indicateurs pour que, après, au soir des 5 ans de gouvernance de Patrice Talon, qu'on ne vienne pas tout simplement dresser un bilan pour dire que nous avons peut-être atteint 7,5% de taux de croissance, nous avons peut-être atteint 8% de taux de croissance, mais qu'on ait des indicateurs clés sur lesquels on peut dire en 5 ans de gouvernance, nous avons porté le taux de croissance à un certain niveau, mais cette croissance est aujourd'hui inclusive. Ça va faire plus de fierté. Merci. Oui. Sur le plan agricole, je pense que les différents ministres ont travaillé à notre autonomie alimentaire, c'est important. Aujourd'hui, on a du maïs en abondance. Il y a quand même un certain nombre de filières qui se portent bien dans notre pays. Moi, je plaide aussi pour la réorganisation de la filière à la CAD, parce qu'il semble aujourd'hui que les agriculteurs se sentent défavorisés par rapport aux réformes en cours. Donc, ce sont des choix qui pourraient permettre aux citoyens d'avancer. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur le... Oui, rapidement, 2 secondes. Oui, 2 secondes sur... vous parlez tantôt des jeunes en politique. C'est que aujourd'hui, le véritable obstacle des jeunes, c'est quelque part, après la réforme du système partisan, l'arbitrage qui continue au niveau des formations politiques, où il faut toujours des parrainages pour permettre quand même à certains jeunes de monter, d'émerger. Dernier sujet rapidement, et on va consacrer les quelques minutes qui nous restent à cette démission de Boni Yayi. Boni Yayi qui a démissionné officiellement de la présidence d'honneur des forces corruptes pour émergents. Est-ce une surprise pour vous ou c'est un événement, Arnaud? On ne peut pas dire que c'est un événement sur connaissant la personnalité de l'homme de Boni Yayi. Boni Yayi, quand même, c'est un leader incontesté du parti Force pour un Bénin émergent. Nous avons dit aujourd'hui que ça demeure un challenge pour les nouveaux dirigeants du parti, notamment à une période cruciale de la vie du parti, qui doit prendre part aux prochaines élections communales. Et Boni Yayi, dans son message, non seulement s'est retiré, a démissionné, mais également a dénoncé un certain nombre de choses et a demandé au candidat de ne pas utiliser son image ou en tout cas ses attributs pour quoi que ce soit. Et donc, en démissionnant, Boni Yayi dit désormais que les FCBE sont un autre pôle politique de Patrice Talon. Vous voyez, aujourd'hui, c'est carrément une question très difficile puisque Paul Rompé et les siens doivent changer de discours. Ils doivent aller sur le terrain, d'abord assumer la liste qui est déposée à la Sénat. La liste, une certaine liste sur laquelle, par exemple, il manque certains leaders charismatiques du parti dans certaines circonscriptions électorales. Et est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elles n'ont pas été positionnées en raison de leur opinion, en raison de leur choix, en raison de leur opposition, quelque part, aux actions de... De toute façon, ça pose la question de la survie du parti politique après le départ de Boni Yayi, Prudent. Moi, je pense que ce qui se joue au niveau des FCBE est suffisamment grave. Parce que quand on dit FCBE, c'est d'abord l'héritage politique d'un président qui a fait 10 ans de pouvoir. C'est comme si après Patrice Talon, on arrivait à faire disparaître facilement pour des questions de querelles intestines le parti BR ou l'Union progressiste. En réalité, les FCBE, c'est l'héritage de Boni Yayi, et Boni Yayi a quand même des cacites. Donc ces cacites-là, qui coordonnaient les actions au niveau de certaines communes, ont proposé des listes. On les a recalés, ceux-là, la plupart du temps. Les gens suffisamment proches de Boni Yayi ont été sanctionnés. Or, c'est la plus grosse erreur qui a été faite et qui pousse aujourd'hui Yayi Boni vers la sortie. Et donc, on ne lui a pas donné le choix.
il a compris qu'une duperie se joue quelque part. Que ceux qui lui soient proches, ceux qui, les loyaux, les fidèles des fidèles, puissent être punis ou évincés comme ça fait mal. Donc, des gens dont on prend les dossiers et qu'on relègue au dernier rang du fait de la volonté d'un certain nombre de gens, ça c'est suffisamment grave parce que j'ai eu à le vérifier au niveau de certaines communes à Bomé-Calavi, notamment en Godomé, où quand même ceux qui ont élaboré la liste ont été relégués en 19e position. Donc ce sont autant de choses. Du cas de Pauline Dossa, par exemple, on a parlé ce matin sur Actualité. Pauline Dossa, par exemple. Et là, au niveau de la coordination communale, on nous a dit, c'est lui qui a confectionné la liste de Godomé. Il était tête de liste, mais au niveau du bureau national, sur la liste, on envoie la question reste là. Ceux-là sont les hiérarques du parti après le dernier congrès de Calavi où il était le président du comité d'organisation. Donc, quand on voit tout ça, on se dit aujourd'hui que les représentants légaux donc, des forces Curie pour un Bénin émergent jouent un jeu dangereux. Parce que nous sommes en politique et la division ne conduit à rien. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait... j'aurais souhaité même qu'on règle les problèmes après. En disant, quand vous avez la majorité dans une commune, c'est le parti qui choisit celui qui sera maire. En punissant les gens au dernier moment, on pourrait justement travailler à faire du parti une force principale en politique aujourd'hui. Merci à vous, cher monsieur. C'est vrai que demain ou mercredi, on pourra revenir sur la démission de Bouniaï. Il y a beaucoup à dire, je sens chez vous, Arnaud. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, on va se déplacer pour le journal télévisé.